Voix de plume sur Radio Django. Cette 9e édition de Voix de Plume est consacrée à la poésie, à une variation poétique plus exactement. Elle est signée Timba Bema, elle s'intitule « Les bateaux sombrent-ils en silence » et elle est publiée par les éditions Stella Maris. Bonsoir Timba Bema. Bonsoir Pascal Chouvet. Vous êtes né au quartier Bali, à Douala, au Cameroun. Très tôt, vous vous adonnez à la poésie et participez à différents collectifs. Et il semblerait que c'est après la lecture du procès de Franz Kafka que vous comprenez que votre vocation c'est d'écrire. Pour commencer gentiment, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a tellement marqué chez Kafka ? Oui, mais c'est que Kafka, pour moi, c'est vraiment l'auteur maître, quelque part. Parce que Kafka, il révèle finalement, donc justement dans ce monde qu'il décrit, donc ce monde soviétique, en prise à cette tyrannie finalement soviétique qui s'est installée. Donc au départ, un mouvement qui veut libérer les individus, mais qui, pour demeurer, les asservit d'une certaine manière. Et finalement, Kafka met en évidence en fait une chose qui est très intéressante, c'est que la tyrannie, c'est une prison. C'est-à-dire que les individus sont dans une prison, mais ils ne se rendent pas forcément compte de la prison et que finalement, même ce qu'on peut appeler le hasard, est totalement déterminé par une sorte de mécanisme comme ça de l'injustice, de l'arbitraire. Et moi, en fait, la lecture du procès de Kafka, ce qui est juste hallucinant, que dans une tyrannie comme la tyrannie camerounaise dans laquelle j'ai grandi, qu'ils aient pu laisser cet ouvrage dans les programmes scolaires. Et pour moi, ça a été le Big Bang, parce que justement, j'avais un ensemble de questionnements qu'un adolescent peut avoir par rapport au monde dans lequel il vit, et je découvrais en fait, à travers les mots de Kafka, que cet environnement-là qui m'oppressait, justement, et qui m'a même poussé à la poésie, parce que je sentais qu'il y avait un inconfort dans mon être très profond. Et bien Kafka a permis de mettre les mots en me disant, ben voilà mon petit gars, tu vis dans une prison, et puis ben, le seul moyen de te libérer, c'est d'écrire. Voilà. Alors vous quittez le Cameroun en 2001 pour continuer vos études, d'abord à Nantes, puis à Paris, et puis depuis 2007, vous vivez et vous travaillez à Lausanne. Vous êtes notamment l'initiateur de la revue des Citoyens des Lettres, vous animez un blog et participez à plusieurs projets autour de l'écriture et du livre. Commençons par Citoyens des Lettres, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est-à-dire que Citoyens des Lettres, finalement, c'est une sorte d'engagement pour la littérature. C'est-à-dire que je suis absolument, mais alors le plus profondément convaincu que la formation finalement de l'être humain passe par la littérature. C'est-à-dire que pour moi, la littérature, c'est ce miroir finalement qui nous est, en fait, auquel on est confronté, qui nous renvoie à une image de nous-mêmes et qui nous permet finalement d'avoir cette réflexivité qui permet à l'être humain finalement d'être. Et puis aussi l'être humain, c'est un être de récit, c'est-à-dire que nous nous racontons tout le temps, nous, ce que nous savons des autres, ce sont des récits et finalement nous ne faisons que circuler quelque part dans ce qu'on peut appeler des fictions qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent, qui se séparent, qui se déchirent et puis ainsi de suite. Des questions de point de vue par exemple qui sont très importantes, notamment dans des mécanismes comme la justice simplement. Donc la revue des Citoyens des Lettres finalement c'était ce projet de dire que il faut finalement que moi, ayant perçu justement l'impact ou en tout cas l'importance que la littérature pouvait avoir dans la construction de la personnalité d'un être humain, que je puisse mettre en place différents éléments qui permettraient à ce que, à travers notamment les textes de ce qu'on peut appeler la relève littéraire, que différentes personnes puissent aussi avoir cette réflexivité qui leur permettra de construire finalement une sorte de meilleur être humain ou bien de s'améliorer ou bien finalement d'élargir leur expérience humaine et puis pourquoi pas d'essayer de viser à une certaine forme de bonheur. Est-ce que pour vous, échanger des récits, c'est le moyen de vivre en harmonie et en paix ? Je pense au conflit israélo-palestinien, par exemple. Ce qui me frappe, c'est qu'on n'échange pas de récits. Les jeunes Palestiniens ne savent rien de la Shoah et les jeunes Israéliens ne savent rien des territoires occupés. Oui, bon, je ne suis pas expert forcément du conflit israélo-palestinien, mais je suis absolument convaincu que l'échange de récits, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le partage de l'expérience humaine. Vous n'aurez pas été surpris que finalement, ce qui a fait l'extension de l'humanité, c'est le récit. C'est-à-dire que c'est d'inclure en fait d'autres dans un récit. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le cas d'une situation à laquelle forcément je suis un peu plus, on va dire, aguerri, qui est celle par exemple de la rencontre entre l'Europe et puis de l'Afrique, il serait très intéressant d'observer que justement c'est dès le moment où l'autre entre dans mon récit qu'une sorte ou alors une certaine forme d'humanité se crée. Donc pour moi en effet, le fait que les récits s'entremêlent à un moment ou même qu'ils s'entrechoquent simplement peut produire cette extension-là de l'humanité et puis pourquoi pas créer les bases à partir desquelles des échanges seront possibles et puis une certaine forme de convivialité, d'amitié aussi pourrait s'installer. Je parlais de votre blog tout à l'heure. Votre blog se nomme l'hypothèse d'une oasis. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre ?
Oui, ça, l'hypothèse d'une oasis, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à Nietzsche. C'est-à-dire que Nietzsche, pour moi, ça a été bon. Nietzsche, hein, ainsi parlait Zarathustra, il y a vraiment l'élan poétique. Voilà. Et c'est vraiment cette vision de la poésie que j'ai. C'est-à-dire que entre cette alliance entre le sens et puis la beauté, entre la profondeur et puis finalement la lumière. Donc, d'éclairer les aspects, on va dire, les plus profonds de l'humanité. Et puis l'Oasis, il y a aussi un hommage comme ça que je rends à Saïd Baoudine Majro, un poète afghan qui a vraiment vu avant les autres l'apparition du phénomène taliban et puis qui a été tué justement parce que il éclairait, il essayait vraiment d'alerter l'opinion sur le danger que cela pouvait représenter. Donc l'idée de l'Oasis, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire en fait que la littérature peut nous offrir une parenthèse dans nos existences, une sorte de parenthèse enchantée, une sorte d'abri où en fait nous pouvons nous recréer, nous reconstituer, nous armer finalement de tous ces récits auxquels nous avons été confrontés et que grâce finalement à cette oasis-là, on peut aborder le monde de manière beaucoup plus sereine. Et puis bon, il y a aussi après Nietzsche, après Saïd Baoudine, il y a aussi forcément Hannah Arendt, hein, derrière aussi cette idée de l'oasis à qui je voulais aussi rendre hommage justement. Donc c'est vraiment une sorte de repli stratégique à l'intérieur duquel l'individu reconstitue ses forces. Et pour quelqu'un comme moi justement qui est né dans un système tyrannique, c'est-à-dire qu'un système finalement qui vise à briser les individus, à les castrer d'une certaine manière, il me semblait important, et c'est par exemple ce que je trouve dans la poésie, il me semblait vraiment important d'avoir cette sorte d'oasis-là où finalement je pouvais reconstituer, recomposer à partir de ce que je pouvais percevoir de ma propre histoire, quelque chose de finalement fidèle, de beau à voir pour moi, quelque chose qui me permettrait justement d'être suffisamment ancré dans mon existence pour aborder le monde de manière très sereine. J'ai envie de dire qu'il y a une dimension quasi militante à votre blog. Je pense à votre billet sur l'interdiction de la mendicité à Lausanne, que vous avez publié en janvier par exemple. Alors peut-être que militant n'est pas le mot exact, mais il y a une volonté de maintenir les gens en éveil, une volonté de continuer à pouvoir s'indigner. Oui, je pense que c'est capital. C'est absolument capital. C'est-à-dire que nous sommes, je pense, à l'heure actuelle dans un monde qui est près du basculement. Hein. C'est-à-dire que nous avons le fascisme qui se banalise de plus en plus. Il y a des idées de plus en plus radicales qui émergent. Il y a des conflits et en fait, qui sont latents, qui sont larvaires, qui sont sur le point d'exploser. Il y en a au Cameroun, il y en a, même on observe par exemple des scènes juste hallucinantes d'enfants qui sont mis à genoux en France parce qu'il y avait des revendications donc de collégiens. Ce sont des situations tellement extraordinaires que, à mon avis, il y a besoin à l'heure actuelle de pouvoir réveiller la conscience à quelque chose qui peut être essentiel. Et puis nous arrivons aussi comme à un point très particulier, c'est-à-dire que où finalement le consumérisme, donc l'accumulation de richesses extraordinaires, hein, il faut quand même le dire, à laquelle le capitalisme nous a conduit, ne permet pas à toute l'humanité de pouvoir ne serait-ce qu'assumer 1-2 repas par jour. Donc on peut quand même à un moment se poser aussi cette question-là. Donc moi je ne suis pas du tout dans une optique militante, mais je suis plutôt dans une optique qui est de dire que regardez vos existences. Parce qu'il y a une chose que j'ai observée, notamment à travers ma société camerounaise, donc qui est vraiment le prisme à partir duquel finalement je me mets à observer le monde, qui est que nous avons eu tendance au Cameroun à fuir la réalité de qui nous sommes. C'est-à-dire que le fait de se fuir finalement, moi ça m'a beaucoup interpellé parce que nous sommes par exemple réfugiés dans des phénomènes comme la religion, nous sommes réfugiés par exemple dans des idées autres, par exemple du genre on adopte par exemple une sorte de pensée occidentale en oubliant que nous avons aussi pu développer des pensées qui sont relativement intéressantes et puis qui peuvent même quelque part expliquer les êtres humains que nous sommes. Et l'idée finalement donc qui m'anime, c'est plutôt de dire mais ne nous fouillons pas. Observons notre réalité humaine, regardons-nous tels que nous sommes. Il n'y a pas du tout de voie de survie possible pour nous, alors de voie, on va dire, d'épanouissement possible pour nous dans la fuite de qui nous sommes. Regardons-nous et peut-être à partir justement de ce regard lucide que nous pouvons avoir de nous dans justement ce rôle de miroir hein, que Sartre par exemple décrivait aussi très bien justement. Donc c'est vraiment dans ce rôle de miroir là, dans cette capacité finalement à se regarder tel que nous sommes qu'il y a une possibilité d'émerger, il y a une possibilité de s'épanouir, d'aller peut-être vers on va dire une sorte de bonheur si il est accessible sur Terre, oui. Les bateaux sombrent-ils en silence? C'est le titre de votre toute récente variation poétique publiée par les éditions Stella Maris, Timba Bema. Est-ce qu'on peut parler de poésie miroir justement? Oui, moi je vois beaucoup cette question du miroir. Et
pour moi, elle est vraiment centrale. Hein. Elle est vraiment centrale et je pense que ça fait aussi partie comme ça du rôle quelque part du poète. C'est-à-dire que moi, j'associe un peu le poète au prophète. Donc pour moi, le poète, il le poétise et en même temps, il prophétise. C'est-à-dire que il y a, je ne sais pas, ça doit être, il y a une sorte de mécanique de l'écriture et puis ainsi de suite. Il y a un moment où l'intention finalement, enfin on dépasse l'intention. C'est-à-dire qu'il y a une intention créatrice, mais je pense qu'une œuvre finalement ne peut être la plus profonde possible ou bien la plus aboutie possible que dès le moment où l'auteur peut faire abstraction de l'intention. Donc créatrice, et finalement atteindre quelque chose qui peut relever peut-être de la transe, qui peut relever de l'extase ou bien ainsi de suite. Et c'est justement grâce finalement à cela qu'il accède à des zones, à des régions finalement de notre inconscient ou même de notre conscience, de notre expérience humaine qui finalement deviennent des miroirs. Donc là en effet oui, je me revendiquerai en effet ce phénomène de miroir qui est véritablement de présenter finalement déjà d'une part, on va dire, aux Africains eux-mêmes, cette expérience finalement de ces bateaux de migrants qui sombrent en Méditerranée, mais en même temps aussi, parce que je pense que c'est important, il y a une sorte de procès comme cela que l'Occident se fait par rapport à sa capacité d'accueil, et je pense qu'il est important de lui amener un autre discours par rapport à ce phénomène-là qui me semble manquer à l'heure actuelle. Alors on va entrer de plein pied dans votre livre dans quelques instants, mais je m'arrête encore sur une chose. Agir au lieu de réagir, c'est l'un des slogans de Citoyens des Lettres. Écrire de la poésie en 2018 ou en 2019, c'est agir. Oui, pour moi c'est agir, c'est-à-dire qu'on oublie souvent une chose, et là je pense qu'on va se reconnaître, je pense dans presque toutes les traditions, les mythologies humaines, bien, si on peut mettre par exemple les religions dans tout ce qui est mythologie, parce que n'oubliez pas une chose qui est capitale, hein, c'est que par exemple un livre comme le Coran, donc qui est un livre religieux, c'est un livre poétique. Donc la poésie c'est l'un des arts, on va dire, les plus absolus, les plus totaux, c'est-à-dire que qui touche à quelque chose de tellement essentiel dans l'être humain. Donc la quête poétique, c'est une quête qui, à mon avis, est presque indissociable de la quête de l'absolu de l'être humain. Et donc pour moi, quelque part, il est important de rappeler cela aujourd'hui. Parce que d'une part, justement, on a, soit en Europe, une sorte de rush consumériste, et finalement de simplification ou bien de simplification absolue des choses. Et il est important de rappeler par exemple la complexité simplement de l'existence, la complexité de l'humain, la complexité de la pensée et puis par exemple si je prends aussi simplement le cas donc des Africains qui m'intéressent aussi, à qui j'aimerais aussi m'adresser, c'est justement de leur rappeler certains fondements de ce qui pourrait constituer une pensée avec laquelle ils peuvent construire leurs existences. Donc il y a véritablement cette visée, bien sûr. Alors pour nous plonger dans l'univers de votre ouvrage, je vous propose, Timba Bema, d'écouter une première lecture, les premières pages de votre ouvrage qui sont lues par Victoria Turian. Le bateau sombre, crie le capitaine. Où suis-je donc pour le sauver? Au fond de la mer, dorment profondément les bateaux séduits par le vent. Un bateau qui sombre est une feuille morte. Le capitaine, le beau capitaine, aimait son bateau les soirs de pleine lune. Une femme est un bateau solitaire au milieu des eaux tranquilles. Sur le pont du bateau, en train de sombrer sans une parole, une larme, un accordéoniste chétif jouait une rumba. Qui était cette femme au regard lucide, assise à ses côtés? Les bateaux sombrent en silence dans l'indifférence des autres bateaux. Le capitaine, en vérité un homme qui marchait comme on danse, ne savait pas piloter le bateau sur lequel on l'avait instruit toute son enfance durant. En vérité, les bateaux sont des hommes, en vérité. Dans certaines mers intérieures, des bateaux sombres en silence. Voix de plume sur Radio Django. Nous sommes avec Timba Bema pour ce 9e numéro de Voix de plume.
Timba Bema qui publie Les bateaux sombrent-ils en silence aux éditions Stella Maris. Ces bateaux, ce sont ceux que l'on voit quasi quotidiennement au journal télévisé dans l'indifférence quasi générale, mais ce sont aussi ceux qui sillonnent les mers depuis quelques 600 ans maintenant. Oui, c'est quelque chose qui est relativement extraordinaire. Et moi, en fait, je me suis posé cette question qui est somme toute banale, hein, qui était en fait de me demander, mais finalement, dans la représentation, par exemple, que, disons, un Camerounais, un Douala, parce que je suis d'origine Douala, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire que de Bali, donc je suis né à Bali, voilà. Donc, qu'est-ce que finalement le bateau pouvait représenter dans l'imaginaire de ce peuple-là? Et en partant de lui, comme une sorte de miroir à partir duquel je pouvais finalement observer l'évolution de la représentation des bateaux dans l'imaginaire, on va dire, africain, pour un peu vouloir élargir. Et donc, ce que j'ai donc justement observé, c'est que le bateau, finalement, bon, déjà, c'est un imaginaire qui est on va dire, très imagé, c'est-à-dire que c'est aussi un imaginaire qui est fluctuant, c'est-à-dire que les choses n'ont pas une et une seule destination, ou bien une et une seule destinée, un et un seul but. C'est-à-dire qu'une chose peut être ceci ou cela en fonction des circonstances, en fonction du cadre. Donc, c'est-à-dire que cette idée, finalement, par exemple, qui est que la chose, finalement, est ceci ou cela en fonction du fait qu'elle soit habitée ou pas par un esprit. Parce que, ben, forcément, ce sont des sociétés animistes et puis ainsi de suite. Donc, c'est aussi déjà, quelque part, cette idée qui motive la variation poétique. Donc d'une part. Et dans d'autre part, ce que j'observe aussi justement, c'est que le bateau finalement, donc entre objets par exemple de prestige, c'est-à-dire que ça pouvait être un porte-étendard par exemple d'une tribu, le bateau par exemple objet de transport, c'est-à-dire qu'on pouvait donc on utilisait le bateau pour faire du commerce en général, donc les voies fluviales étaient très utilisées et on avait même des très bons navigateurs qui utilisaient la voile et puis ainsi de suite, qui savaient lire les étoiles pour se déplacer. Et finalement, donc, le bateau aussi étant comme une sorte de transformation de l'arbre. C'est-à-dire que c'est l'arbre qui est évidé et puis qui devient, voilà. Donc, et l'arbre, c'est un élément central dans les sociétés africaines en général. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, les hommes se rassemblent autour de l'arbre pour discuter. L'arbre est utilisé pour faire du tam-tam. L'arbre est souvent introduit même dans des rituels. Par exemple, quand des enfants naissent, il y a souvent des arbres qui sont plantés et puis ainsi de suite. Donc, il y a cette idée finalement que l'arbre, c'est la vie dans son ancienneté la plus... en fait, oui, la vie dans sa durée, on va dire, hein, la plus pleine. Comme par exemple dans les civilisations celtes, par exemple en Europe, il y a ce phénomène des druides, par exemple, qui aussi avaient une sorte de culte ou bien de vénération sur les arbres, et puis ainsi de suite. Donc, c'est donc d'observer finalement comment est-ce que, avec le temps, notamment avec donc l'arrivée finalement de ce qu'on peut appeler les bateaux négriers, qui changent absolument ces sociétés-là. Donc, comment est-ce que le bateau se transforme progressivement entre un objet finalement de prestige, un objet rituel, un objet finalement qui permet la vie et la circulation de la vie en objet de mort, objet qui ponctionne de la vie pour la réduire dans des situations d'esclavage et où même aujourd'hui le bateau devient aussi cet objet qui conduit les gens vers une mort certaine, soit à la suite d'un naufrage, soit alors souvent après avoir été abandonné par des gardes-côtes comme en Libye par exemple. Justement. Donc, et c'est cette profondeur-là finalement qui pour moi en fait traduit quelque part aussi le naufrage même de ce qu'on peut appeler le peuple noir, le naufrage de l'Afrique quelque part. Parce que c'est symptomatique, ce n'est pas quelque chose de banal. Voilà. Mais en même temps qu'il y a ce naufrage, il y a aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment comme une sorte de lueur, une sorte de, justement, de ces personnes qui fuient cette tyrannie et qui ont un désir, mais alors absolu de vouloir se reconstruire. Et c'est vraiment, finalement, dans cette apparente contradiction-là que j'avais envie de situer cette variation poétique. Alors, on va revenir sur certaines choses que vous venez de dire, notamment cette filiation du bateau avec l'arbre. Mais ce qui a changé au cours de ces 600 années, c'est finalement qu'on est passé de l'océan à la Méditerranée, que vous n'appelez jamais la Méditerranée, mais la mer intérieure. Et cette notion de mer intérieure, elle est très intéressante, parce que ça veut dire que c'est la mer qu'on a en partage, c'est l'espace commun, qui malheureusement aujourd'hui est de moins en moins commun. Oui, bon. Ce qui est sûr, c'est que si on observe par exemple notre planète, il apparaît que l'eau, c'est l'élément qui en principe nous rassemble. Et il n'est peut-être pas hasardeux que ce soit par l'eau que
les rencontres, en tout cas de ce qui constitue le monde actuel, ce soit opéré par l'eau. Donc ce n'est peut-être pas un hasard. Et puis après, si on va observer encore un peu plus en profondeur, on se rend par exemple compte que la vie elle-même surgirait certainement de l'eau et que, voilà, et même dans les récits de création, ainsi de suite, quelles que soient les civilisations, l'élément liquide, que ce soit dans un œuf ou bien même dans les récits de la Genèse, l'élément de l'eau est primordial. Donc oui, en effet, il y a vraiment cet élément-là, qu'il y ait une sorte d'élément entre nous, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est entre nous et qui finalement devrait en principe être cette possibilité de pouvoir circuler, d'aller d'un espace à un autre ou alors de revenir et puis ainsi de suite. Et ce qui finalement moi m'a beaucoup intéressé à travers la mer, c'est par exemple l'idée de la regarder dans son sens propre et aussi dans son sens figuré. Parce que justement, pour les êtres humains, la mer n'est pas seulement une étendue d'eau, mais elle est tellement habitée poétiquement. C'est-à-dire que on peut même dire que c'est l'un des thèmes les plus poétiques qui soit dans nos imaginaires. Parce que même dans la langue courante, la mer est très habitée. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais la mer par... Voilà. Il suffit même, l'image la plus poétique, c'est par exemple de regarder un coucher de soleil au-dessus de la mer, par exemple, ou bien du lac, comme nous sommes à Lausanne. Voilà. Donc, cette idée de la mer, elle est vraiment capitale. Donc, j'ai voulu la voir comme étant la mer physique, c'est-à-dire que ce lieu finalement où on circule vers l'accomplissement de soi, parce qu'il y a véritablement derrière ce qu'on appelle migrant, donc un être humain qui chemine vers l'accomplissement de soi. Donc, on peut dire une sorte de cheminement ou bien vers un accomplissement matériel. Concrètement, c'est-à-dire il lui faut avoir justement cette sorte d'oasis, cette sécurité, un habitat et puis ainsi de suite. Mais je pense aussi qu'il y a un aspect capital justement dans cette idée de la mer qui est aussi l'accomplissement spirituel. C'est-à-dire que il est aussi dans un cheminement où il faut qu'il se reconstitue. C'est-à-dire qu'il a été laminé, il a été détruit. C'est-à-dire que les systèmes tyranniques détruisent. Par exemple, pourquoi est-ce que les Européens, à un moment, ont eu un attrait aussi fabuleux, par exemple, pour l'Amérique latine? Ce n'est pas seulement pour s'enrichir, mais il y avait aussi l'oppression des tyrannies qu'ils fuyaient en Europe. C'est-à-dire que c'était monarchie, donc il y avait cette oppression-là. Il suffit, par exemple, de regarder un peu comme Foucault le décrit, les objets de torture, par exemple, pour se rendre compte que la vie était juste impossible dans le Moyen-Âge en Europe. Et donc, il y a vraiment cette idée aussi de la mer finalement intérieure qui est cet espace de projection qui nous permet d'aller vers une sorte d'accomplissement spirituel. Voilà. Il y a des figures récurrentes dans cette longue variation poétique. J'ai envie de commencer par le capitaine, qui peut être courageux ou lâche, seul maître à bord ou totalement dépassé par les événements. C'est presque une figure centrale de votre variation. Oui, c'est vraiment une figure centrale et bon, forcément, je pense que le lecteur aura compris que le capitaine, c'est le tyran. Ça me fait penser à ce fameux capitaine du Costa Concordia, ce gigantesque paquebot, peut-être même plus grand que le Titanic, et qui n'a même pas qui est naufragé, mais qui ne sait pas, mais qui n'a pas été totalement englouti, parce que les bateaux sont faits à l'heure actuelle de manière à ce que le bateau, qu'il ne puisse plus être totalement absorbé par les eaux. Mais malgré cela, il a quand même fui le navire et puis ainsi de suite avant les autres et voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là et je pense que ce sont des éléments centraux. C'est-à-dire que pour comprendre justement donc ce contexte tyrannique qui fabrique ces individus qui ont besoin de fuir et qui sont prêts à tout, parce que ce qu'on oublie, par exemple justement comme je prends un peu le cas de Joséphine à qui je dédie finalement ma variation poétique, c'est que Joséphine, elle était dans une embarcation avec à peu près 160 personnes. L'embarcation se fait capter par les gardes-côtes donc libyens et ils décident de les ramener sur les côtes donc libyennes, puisque bon voilà, il y a des arrangements entre l'Union européenne et puis la Libye ainsi de suite. Et Joséphine décide que non, moi je ne veux pas rentrer, surtout pas la Libye, je n'y rentre pas. Et c'est justement cela, c'est-à-dire que c'est vraiment de se rendre compte que ces tyrannies ont tellement détruit l'humanité que ces personnes portent en elles qu'elles sont prêtes à risquer leur vie pour se sauver. Et je pense que c'est un mouvement qui est capital. Donc ce qui fait que finalement, il y a vraiment cette question, je pense, à mon avis, que chaque être humain devrait se poser, qui est « Qui sommes-nous ? Qui je suis ?» pour empêcher un autre être humain de vouloir se reconstituer, de vouloir se sauver. Intimement lié à la figure du capitaine, il y a un autre aspect qui revient de manière assez régulière, ce sont les alcools forts. Ils sont assez présents dans cette poésie-là aussi.
Oui, les alcools forts. C'est-à-dire, ce sont ces formes d'échappatoire, justement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a deux choses. Il y a soit l'oasis, où par exemple, on pourra avoir de la poésie, où on pourra avoir de la musique, où on pourra, je sais pas, écouter des contes, où on pourra écouter des épopées. Et puis, ben, il y a les alcools forts qui est vraiment le côté, on va dire, opposé, hein, donc qui est cet échappatoire, mais alors sans issue, justement. Donc, l'idée, finalement, c'est que derrière ces alcools forts, il y a vraiment cette idée-là, justement, de sorte de paradis artificiel comme cela, vers lesquels, souvent, on peut être tenté de se réfugier quand, justement, on veut fuir ces oppressions que ces systèmes, justement, mettent en place sur les individus. Donc, une échappatoire artificielle, mais forcément qui n'est pas celle qu'on recommanderait, justement. Alors, autre figure récurrente, la femme déclinée de nombreuses manières, hein. Une femme est un bateau solitaire au milieu des eaux tranquilles, mais aussi, quand les bateaux rejoignent la mer, les femmes pleurent de cette intuition liquide qui fait voir à leur cœur ce que leurs yeux, pourtant ouverts, ne décantent pas encore. La femme, c'est à la fois la tranquillité, mais c'est aussi l'intuition, le pressentiment. Oui, je pense que, et là encore, c'est vraiment le regard, on va dire, profondeur poétique qui peut vraiment nous faire déceler tout cela. C'est que au cœur même de ce qu'on peut appeler la connaissance que l'homme peut avoir de lui-même, il y a toujours, et ça on le retrouve quelles que soient les civilisations, il y a toujours cette idée que finalement c'est grâce à la femme que l'homme acquiert la connaissance. Et c'est vraiment quelque chose de capital, justement. Et donc, la femme, comme ça, en fait, à travers mes écrits, bon, ce sont aussi des choses que moi-même, voilà, que je découvre. Bon, j'ai grandi dans un environnement très féminin, donc je pense que l'imprégnation aussi de tout ça. Et puis, j'ai aussi vu, notamment, hein, parce que, par exemple, dans des systèmes tyranniques, justement, ce sont des systèmes très machistes. Et forcément, le conflit, en fait, en général, c'est entre hommes. Et donc, ceux qui, finalement, veulent conserver leur position vont détruire d'autres hommes, en général. Et donc, la tyrannie a ceci de fabuleux, donc elle permet finalement l'éclosion de la femme. Elle permet finalement à la femme de pouvoir jouer des rôles très très importants, et notamment si je prends le cas du Cameroun par exemple, les femmes on peut dire sont la colonne vertébrale du pays, c'est-à-dire que s'il tient, c'est principalement grâce à elles, justement. Donc c'est peut-être une sorte d'hommage comme cela aussi voilà quoi, donc que je pouvais aussi leur rendre justement grâce à ce rôle finalement qu'elles ont au début et à la fin. C'est-à-dire que ce sont celles qui nous permettent d'avoir la lumière sur qui nous sommes, notamment grâce à ce mécanisme fabuleux de l'intuition. Je ne sais pas pourquoi c'est elles qui l'ont, mais c'est comme ça. Donc, et aussi, je pense que c'est de remettre peut-être aussi cette figure dans la centralité. C'est-à-dire que dans mon imaginaire, dans ma manière de concevoir finalement l'homme et la femme, pour moi, la femme est supérieure à l'homme. Il faut dire un mot des Miengu, est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, des Miengu qui sont mentionnés à plusieurs reprises dans vos vers. Quel rôle jouent finalement ces divinités des eaux? Oui, donc les divinités des eaux, justement, là, elles, bon, ça fait partie de la mythologie Douala dont je suis issu. Et ces divinités des eaux, justement, nous rappellent en fait à un état, on peut dire, bon, je ne vais pas dire primordial, mais on va dire un état antérieur finalement de la mer. C'est-à-dire que la mer, à l'heure actuelle, donc, elle apparaît comme étant principalement occupée par des cadavres, c'est-à-dire que ce soit des cadavres de personnes naufragées, des cadavres de bateaux, et alors que de l'autre côté, en tout cas au moins historiquement, elle était habitée plutôt par des divinités protectrices. C'est-à-dire que par exemple les Miengu, c'était des divinités protectrices, donc qui avaient ce rôle par exemple d'oracle, dans une sorte de rôle oraculaire qui annonçait l'avenir, qui pouvait protéger le pêcheur et puis ainsi de suite. Et donc c'est vraiment cette transformation-là sur 600 ans où la mer est déshabitée finalement par ce qui peut être des éléments enchanteurs et où elle est investie par plutôt l'horreur, donc par des cadavres et puis par la mort finalement. Donc il y a justement cette idée très intéressante donc, de cette transition-là entre une sorte de passé quelque part habité par la vie et un présent qui est essentiellement habité par la mort. Justement. On évoquait la symbolique du bateau tout à l'heure, Timbabema. J'ai envie de vous parler, moi, du glissement sémantique du mot bateau, qui est passé du bolo bapen, la pirogue peinte, au terrible bateau des migrants finalement.
Oui, c'est vraiment cette idée justement, hein. Et puis on peut même aussi aller plus loin, c'est-à-dire que le bateau aussi c'est l'arbre, le bateau c'est aussi la graine, c'est-à-dire que l'idée finalement derrière, on va dire, c'est de saisir en fait l'objet dans son évolution. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est capital. C'est-à-dire que la pensée, par exemple, et c'est un des aspects vraiment intéressants dans la pensée douala, mais qu'on retrouve dans ce qu'on appelle le groupe Bantou, c'est-à-dire que les éléments sont évolutifs et qu'on ne doit les percevoir, en tout cas qu'il est toujours préférable de les percevoir dans leur évolution, mais pas de manière statique. C'est-à-dire que la perception statique ne sera jamais complète tant qu'elle n'intégrera pas le temps. Et puis on sait quand même que c'est capital, notamment après Einstein, que le temps peut créer même une déformation de la perception, donc c'est essentiel d'avoir le temps. Et aussi, même en phase avec des propos comme ceux d'Edgar Morin, par exemple, c'est-à-dire que de remettre finalement cette complexité. Et moi, c'est ces aspects en fait que je trouve intéressants, par exemple, avec donc, cette pensée bantou et puis ainsi de suite, qui est en fait qu'elle peut finalement proposer une vision, on va dire, beaucoup plus complexe du monde, beaucoup plus riche du monde, et qui, à mon avis, disons, dépasserait la simple dialectique, par exemple, à laquelle on serait habitué dans une pensée occidentale, par exemple. Oui. Le fait de rappeler que le bateau vient de l'arbre, finalement, ça m'a fait penser à Sankofa, à finalement cet oiseau qui vole en regardant sa queue, parce qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est ça aussi que vous voulez symboliser avec le rappel de la provenance du bateau. Oui, parce que il y a quand même quelque chose qui est, à mon avis, central, c'est la répétition de l'histoire. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que ce soit à l'échelle individuelle ou bien à l'échelle collective, l'histoire se répétera tant que nous ne l'aurons pas résolu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des problématiques en fait historiques qu'il faut résoudre. Et qu'un individu, par exemple, ces problématiques peuvent être totalement personnelles. Ça peut être lié à notre histoire familiale et que tant que nous n'avons pas saisi ces problématiques-là et que nous ne les avons pas résolues au moins à notre échelle, elles continueront à nous hanter et à expliquer d'une certaine manière nos échecs et puis ainsi de suite. Et je pense aussi qu'au niveau collectif, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une société, en fait, elle est confrontée à des problèmes récurrents, à une sorte de problématique récurrente et qu'il faut finalement pouvoir avoir cette circularité entre le passé et le présent pour à un moment déjà percevoir ce que je peux appeler le point nodal de ces problèmes et éventuellement de tenter d'amorcer quelque chose qui va dans le sens de leur résolution. Et c'est vraiment dans ce sens que je pense que la circularité, passé, présent, présent, passé, aboutit en réalité. Donc c'est vraiment une proposition poétique, devrait aboutir donc finalement, donc cet effet miroir devrait aboutir quelque part à une certaine forme, je sais pas, peut-être d'émancipation, à une certaine forme de libération quelque part. Parce que la question centrale finalement, c'est on a un mécanisme tyrannique qui produit des individus totalement défaits, totalement décomposés, qui essaient de se reconstituer. Et en observant finalement l'antériorité du phénomène, en l'observant dans son prolongement historique, peut-être que, à mon avis, en tout cas c'est le souhait que je formule, donner à mes contemporains, à ceux qui sont là maintenant avec moi, la possibilité de pouvoir dépasser finalement cette problématique. Ça nous ramène aux 600 ans dont on parlait tout à l'heure, parce que finalement le problème de la traite négrière est toujours pas réglé. Ni en Europe, ni en Afrique d'ailleurs, parce que l'Afrique a aussi des choses à se reprocher. Il y a des chefs de village qui ont vendu une partie de leur population. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, de votre point de vue, pour régler ce problème-là? Est-ce qu'il faut des lieux de souvenirs, un endroit pour faire son deuil, que ceux qui ont fauté reconnaissent, même des générations plus tard? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre? Oui, bon, c'est vrai qu'il y a deux approches en général qui apparaissent dans ce type de phénomène. C'est-à-dire qu'il y a l'approche par exemple qui voudrait que finalement c'est moralement qu'on doit essayer de régler les choses. C'est-à-dire qu'il faut dire, il faut reconnaître et poser des actes pour que moralement qu'on rompt une sorte de cycle avec un certain nombre de paroles. Donc on revient vraiment même dans des mécanismes très anciens, parce que il y a vraiment toujours eu dans l'expérience humaine cette idée comme quoi le fait de dire les choses à un moment permettait de s'abolir de ces choses-là. Et notamment même, c'est même ce rôle que la littérature aussi elle-même joue. C'est-à-dire que
qu'en disant les choses, on peut s'en abolir, se libérer de cela, ainsi de suite. Donc il y a vraiment cette première approche qui est, à mon avis, importante, capitale, et puis ainsi de suite. Mais je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à cela. Il y a aussi vraiment à intégrer simplement une notion, on va dire, beaucoup plus peut-être géopolitique, peut-être beaucoup plus politique, qui est simplement que il faut à un moment que les pays acquièrent une certaine prospérité, acquièrent une certaine puissance pour que ce type de phénomène ne se produise plus. Donc en effet, il faut parler et puis ainsi de suite. Mais pour moi, je ne pense pas que la solution est vraiment en fait dans le simple fait de parler. Je pense que la solution sera plutôt de se constituer finalement des formes de puissance, c'est-à-dire des pays suffisamment puissants ayant suffisamment de moyens pour que justement leur population ne puisse plus être soumise à ce type de trafic. Revenons à la poésie. On a évoqué tout à l'heure assez brièvement, j'aimerais y revenir, la dimension poétique du bateau, hein, finalement. Vous dites que toute la poésie du monde tient en cette image. Sur une mer huileuse, un bateau lentement glisse vers le couchant. Moi, j'ai le sentiment que vous avez écrit cette variation poétique aussi pour que le bateau ne perde pas sa dimension poétique. Oui, il faut voir aussi que le bateau, à l'heure actuelle, pour moi en tout cas, africain, c'est quelque chose de dramatique. Parce que le bateau, en fait, c'est une double ponction. C'est-à-dire que le bateau, c'est vraiment la ponction des ressources. Ce qui veut dire que, par exemple, le pétrole, par exemple, qu'il y a dans le sous-sol africain, ben voilà, il part par des bateaux. Donc, grosso modo, quand il arrivera un moment où les Africains eux-mêmes auront besoin d'utiliser leur pétrole, ben il y en aura peut-être plus, et ainsi de suite. Donc, il y a les ressources qui partent par le bateau, mais il y a même aussi les hommes. Donc, c'est-à-dire que le bateau, finalement, c'est vraiment toujours ce synonyme, enfin, il est devenu, en tout cas, donc, de manière contemporaine, ce synonyme de l'arrachement, ce souvenir de la douleur, ce souvenir, finalement, de quelque chose qui ne nous enchante plus. Et pourtant, il reste encore habité par cette poésie-là. Et un peu comme je le disais quelque part, donc un peu plus tôt donc au cours de notre entretien, c'est que regarder simplement une mer avec un bateau, il y a vraiment, et c'est même peut-être un des désirs, on va dire, les plus profonds de l'être humain. C'est-à-dire que qui a ce désir d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer. Et d'où cette question même que je posais à un moment, qui est que, mais qui est-ce que nous pouvons être pour empêcher à un être humain d'aller voir de l'autre côté de la mer? Parce que finalement, c'est peut-être même ça qui a créé l'humanité, non? Peut-être c'est parce qu'on voulait aller voir au-delà de l'horizon. Donc, qui sommes-nous? Donc, le bateau continuera quand même à rester quelque chose de magique, parce que justement, c'est celui qu'on voit disparaître au fond de l'horizon. Et ça, c'est quand même fabuleux. Parce que nous avons tous envie quelque part de savoir ce qui se passe de l'autre côté, ce qu'il y a de l'autre côté, ce qui se cache derrière. Oui. Il y a une tradition dans cette émission, Timba Mema, c'est de s'intéresser à la musique qu'on trouve dans les livres dont nous parlons. Pas ou peu de musique dans vos vers. À l'exception notable de, vous pardonnerez encore une fois la prononciation, à l'exception notable de l'Essewe, qui est une danse. Non, mais il y a un peu plus, hein, il y a un peu plus. Il y a par exemple un accordéoniste. Oui, il y a un accordéoniste. Voilà, voilà, et puis qui joue une rumba. Donc voilà, et c'est un peu un hommage comme ça. Bon, voilà, à Cangelo de Monaco, c'est un accordéoniste camerounais. Il joue avec son épouse. Je pense même que c'est le seul couple voilà, hein, qui jouait une musique à base d'accord. Bon, il y avait aussi Medjo Messom, mais en tant que couple, c'était vraiment le seul à se produire comme cela. Et sa musique, je la trouvais vraiment fabuleuse. Et puis il y a beaucoup de morceaux comme ça qui m'ont un peu accompagné durant ma jeunesse. Et cette idée finalement d'un accordéoniste qui accompagne une rumba, c'est ce naufrage collectif, hein, donc avec ce capitaine, parce qu'on peut très bien imaginer aussi que finalement ces bateaux sombrent aussi parce que le capitaine lui-même ne sait pas piloter le bateau qui peut être le pays par exemple, donc avec cette transmutation que le bateau peut avoir en tant qu'élément. Donc il y a la rumba en effet, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de musique, hein. Il y a la rumba, oui en effet, donc qui est vraiment la séquence sonore, hein, du poème, et puis il y a aussi, oui, bien sûr, les Sewe qui accompagnent, qui a une danse beaucoup plus énergique. Donc il y a ce mouvement-là, ce basculement entre finalement la sensualité de la rumba et puis la vigueur de les Sewe, voilà. Et aussi, il y a, parce que je n'imagine pas, parce que pour moi, vraiment, le lien entre poésie et puis musique est très évident, voilà, c'est tellement évident que je retrouve plutôt beaucoup d'éléments.
C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas tellement besoin de musique dans votre livre parce que l'écriture est une musique. Mais si j'ai bien compris, ce qu'on écoute, c'est Arcangelo de Monaco. Nous sommes toujours avec Timba Bema pour ce 9e numéro de Voix de Plume. Timba Bema qui publie aux éditions Stella Maris Les bateaux sombrent-ils en silence, une formidable variation poétique. Vous le défendez bien ce livre, Timba, il y a pas mal de rendez-vous à donner. On va commencer par samedi. Samedi 9 mars, vous serez dès 10h à Cessy en France pour des signatures. Vous signerez Les Saints de l'Amande qui était votre précédent recueil. Il y aura des lectures, une performance, c'est à Cessy en France voisine, et il y aura une conférence sur les identités plurielles. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui les identités plurielles? J'ai le sentiment qu'on a de plus en plus de difficultés à dire ce qu'est l'identité. Alors vous imaginez les identités plurielles?
Oui, je pense en fait que parler d'identité plurielle, c'est en fait une manière, on va dire, beaucoup plus commode d'aborder la question de l'identité. C'est-à-dire que l'idée finalement, c'est de dire en fait que l'identité ne se constitue pas unique d'une seule chose, mais se constitue de plusieurs choses finalement. Et donc je pense que quelque part, on démonte, on déconstruit totalement l'identité parce que dès qu'elle est plurielle, elle n'est plus du tout identité. Mais le terme identité demeure quand même parce que les individus finalement se réfèrent à cela et puis estiment que tous ces éléments sont constitutifs de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que je prends un cas par exemple, très intéressant comme en Afrique par exemple, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des individus qui vont à la fois revendiquer une appartenance par exemple chrétienne, donc ils vont dire moi ça fait vraiment partie de mon identité, j'y crois ainsi de suite, qui vont aussi revendiquer en même temps une sorte d'appartenance à l'animisme. Voilà, donc qui est plutôt très contradictoire, mais pour eux, ils arrivent à construire un discours, une sorte de syncrétisme comme ça. Donc, je pense que c'est aussi cette idée finalement du monde dans lequel on est, donc une sorte de reconstitution cosmopolite comme cela du monde, et où aussi justement on essaye de tenir compte de la minorité, parce que finalement, ce qui fait imploser l'idée d'identité, c'est lorsque une majorité ne peut plus imposer à tout le reste une manière de voir. Donc, ça peut être des identités sexuelles, ça peut être des identités autres, et puis ainsi de suite. Donc, c'est vraiment en fait cette idée-là que nous n'avons plus forcément besoin d'un modèle unique, dominant pour définir qui nous sommes, mais que des marginalités, donc de ce qu'on peut appeler nos marginalités, peuvent et doivent même devenir aussi des éléments explicatifs de qui nous sommes. Donc il n'y a plus des choses finalement à laisser au rebut, mais au contraire, elles font partie de qui nous sommes. Et tout cela finalement, on le revendique et on l'assume plus ou moins bien. Et par là-dessus, on ajoute que l'identité n'est pas quelque chose de fixe et de statique. On n'a pas la même identité à 20 ans qu'à 40 ou à 50. Oui, et je pense que là, on peut être juste tous d'accord par rapport à cela. C'est-à-dire qu'en intégrant cette notion justement du temps, qui est vraiment capitale, donc du mouvement, et aussi surtout cette notion qui consisterait par exemple à dire que finalement, ce qui définit un être humain, c'est son expérience. Et que l'accumulation d'expériences fabrique quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire forcément, à 20 ans, je ne suis pas le même qu'à 40, et puis ainsi de suite. Donc, le poids, finalement, de l'expérience humaine est important. Et que toute forme de marginalité, finalement, ou alors toute forme, finalement, d'expression, on va dire, marginale de qui nous sommes, participe aussi à la définition de qui nous sommes. Donc, on ne va plus rien exclure, finalement. Ça, c'est donc samedi dès 10h à Cessy, en France voisine. Le lendemain, on sera beaucoup plus près de Lausanne. Dimanche 10 mars à 18h, lecture, performance autour du recueil Les Saints de la Menthe. Ce sera la galerie du Pressoir à Écu-Blanc. Peut-être juste un mot rapidement pour ceux qui n'auraient pas lu les Saints de la Menthe. Votre précédent ouvrage, de quoi parlait-il ? Oui, Les Saints de la Menthe, c'est justement une interrogation qui, voilà, c'est une sorte de postulation comme ça, donc à travers un cheminement épique donc d'un individu qui est un Africain, qui postule que la possibilité finalement d'atteindre une certaine forme de liberté, c'est en se réappropriant son corps, c'est-à-dire c'est en ne plus laissant son corps être investi, on va dire, par d'autres discours que ceux qu'on aurait défini par soi-même. Donc c'est une adresse comme ça pour un peu plus de liberté quand même dans ce monde finalement où j'ai l'impression qu'on est de moins en moins libre. Quelques jours plus tard, et pour ceux qui n'ont pas peur de prendre le TGV, vous serez au Salon du Livre de Paris. Oui, c'est pour pour justement les dédicaces, présentations et puis quelques conférences. Le programme arrive bientôt, donc je le communiquerai en temps et heure voulue. Ah oui. Alors avant de conclure, je vous propose une deuxième lecture que va nous faire Victoria Turian. On a lu le début du livre tout à l'heure, on va en lire la fin, comme ça on aura bouclé la boucle. Parmi les clandestins que le capitaine dans son ivresse restitue à la mer, se trouvent des nourrissons et des poupées aux pupilles acajou. Ô mon frère, les clandestins vont rejoindre les ancêtres du bateau dans les profondeurs, tandis que les nourrissons et les poupées flottent à la surface des eaux. Chaque coup de fouet, chaque crachat, chaque injure sur leurs corps enchaînés est une nouvelle malédiction proférée contre le bateau.
9 jours après le naufrage du bateau, les clandestins échouent sur le rivage nord du désir. La mémoire d'un bateau, longtemps après le naufrage, parcourt les routes où est née sa légende. Dans les ports de l'Atlantique, les bateaux sombrent dans le doute et l'oubli. Quand les bateaux sombrent en silence, que reste-t-il des ports où ils ont accosté? La chanson du capitaine était pourtant belle. Mon bateau, mon beau bateau, entonnait-il. Dis-moi le jour où les ancêtres te conduiront à eux. Parfois, le souvenir préserve le bateau de la disparition. Le miracle est un signe de l'eau, le miracle. Les bateaux qui sombrent en silence dans la mer intérieure, sombrent-ils aussi dans la voix du poète ? Voix de plume sur Radio Django. Timba Bema est l'invité de ce 9e numéro de Voix de plume. Timba Bema qui publie Les bateaux sombrent-ils en silence aux éditions Stella Maris, une variation poétique dont nous avons parlé tout au long de cette heure. On a parlé du salon du livre de Paris tout à l'heure, vous serez aussi au salon du livre de Genève et son fameux salon du livre africain. Nous revoilà dans les identités plurielles. Ben voilà justement. Donc, et puis c'est aussi cela, c'est-à-dire que c'est vraiment un grand défi en fait qui est lancé à l'Afrique. Hein. C'est-à-dire que comment est-ce qu'elle peut se redéfinir. Et moi, il y a une proposition comme cela que je fais, qui est de dire que le noyau finalement, c'est-à-dire que le cœur de la redéfinition devrait être basé, on va dire, sur des pensées africaines, parce que ce qui est quand même très intéressant à observer, en fait, ça peut être une chance ou bien une malchance, enfin, ça dépend de comment on peut le voir, mais c'est que finalement la colonisation européenne a été très courte en Afrique, contrairement à d'autres colonisations qui étaient très très longues. Par exemple, si on prend juste la colonisation romaine sur l'Europe, elle était beaucoup plus longue que celle, par exemple, donc européenne en Afrique. Donc, ce qui fait que les Africains n'ont pas tout perdu finalement. Donc, ils ont encore pu garder certaines choses et que c'est vraiment à partir de cela qu'ils doivent se reconstituer, mais tout en intégrant, parce que par exemple si on prend juste en termes technologiques, il est clair qu'on ne va plus du tout qu'on ne va pas balayer les nouvelles technologies qui sont arrivées et puis ainsi de suite. Mais je pense qu'il est quand même capital qu'en termes de pensée, que le cœur finalement de la pensée soit totalement africain. C'est-à-dire que nous ne devrons jamais devenir cartésiens. Et par exemple, en tout cas, c'est très paradoxal de le dire, mais ce sont par exemple des auteurs comme Nietzsche qui m'ont permis de comprendre ça. Ouais. Si j'ai bien compris, ce sera ma dernière question. Vous travaillez déjà sur autre chose. Alors je sais qu'on est très superstitieux chez les écrivains. On ne parle jamais du travail en cours, mais dites-nous juste si vous travaillez sur quelque chose. Oui, je travaille sur certaines choses et puis j'espère vraiment qu'elles connaîtront un aboutissement et oui, pourquoi pas une rencontre beaucoup plus intense avec les lecteurs que vous êtes, voilà. Merci beaucoup Timba Bema. Je rappelle le titre de votre variation poétique, Les bateaux sombrent-ils en silence, publié aux éditions Stella Maris. Merci à vous, amis auditeurs, de votre fidélité. On se quitte en chanson avec un clin d'œil. J'avais envie de vous faire un clin d'œil, Timba. On va écouter Eric Morena, Oh mon bateau. Hey, oh, hey, oh. La route qui nous menait loin du monde et des problèmes, j'ai fui, come la gazelle aimable au gracile des velours, j'ai vendu des bagues en baguettes. Les mouettes m'écrient leur bonjour. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux.
battute le tempete sifflan come in alouette. Je vole vers de fabuleux rivages où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi. Hop là, oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des bateaux. Sous le ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur, les crevettes, les criolets, olé, oh mon bateau. Et tu me guides sur les flots vers ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus beau des Voix de plume à retrouver sur django.fm.